Depuis de nombreuses années, Charlotte Valandrey est un symbole de courage, de résilience et de foi en la vie au milieu d'innombrables défis. Actrice talentueuse, écrivaine profonde et femme qui s'est battue sans relâche pour l'amour, la vie et la dignité, Charlotte a conquis le cœur de millions de personnes non seulement en France mais partout dans le monde. Cependant, derrière le halo, sa vie a toujours été couverte de silence, en particulier dans sa vie privée, où elle a toujours gardé un silence absolu pendant de nombreuses années. Jusqu'à récemment, lors d'une soirée émouvante à la télévision nationale, Charlotte Valandrey a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient mais que personne n'osait confirmer. Elle avait épousé discrètement, doucement et en privé son partenaire après 2 ans d'amour secret. La nouvelle est immédiatement devenue un sujet brûlant dans les journaux, mais contrairement aux scandales amoureux habituels dans l'industrie du divertissement, cette confirmation a rendu le public plus chaleureux et plus émotif que jamais. Pour eux, Charlotte méritait le bonheur, non seulement parce qu'elle était une artiste, mais parce qu'elle était une femme qui avait connu beaucoup de douleurs et de pertes, et qui avait toujours vécu avec un cœur plein de compassion. Lors de cette rare séance de partage, Charlotte a révélé la raison pour laquelle elle n'a pas rendu sa relation publique pendant 2 ans. Je ne voulais pas que mon amour devienne un sujet de dissection publique. Après tout ce que j'ai traversé, je me rends compte que certaines choses sont plus fortes lorsqu'elles sont plus silencieuses. Je veux aimer sans avoir peur que quelqu'un me juge. Et cet homme, qu'elle appelait simplement par un nom affectueux, l'âme calme, était son lieu de repos après bien des tempêtes. Ce n'est pas une figure célèbre, ce n'est pas issu d'une famille riche, c'est une personne ordinaire, qui travaille dans l'édition, aime la littérature et est tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre lors d'une petite séance de dédicace à Lyon. Charlotte s'est mariée en 1999 et ce mariage a pris fin après plus d'1 décennie. La douleur laissée par cette rupture lui a fait perdre foi en l'amour. Je pensais que je passerais le reste de ma vie seule, confiait-elle un jour lors d'une interview. Non pas parce que je ne voulais pas aimer, mais parce que j'avais peur de souffrir ou d'être à nouveau blessée. Mais c'est le nouvel amour, doux, sans pression, sans preuve, qui a guéri toutes les vieilles blessures de son cœur. Il était toujours à ses côtés, pas bruyant, pas ostentatoire, la laissant toujours être elle-même. Ils lisent des livres ensemble le soir, se promènent dans le parc tous les dimanches matins et parfois. Le simple fait de s'asseoir ensemble en silence suffit à les rendre heureux. La cérémonie de mariage a eu lieu dans un petit jardin de Provence, en présence d'1 trentaine de proches parents. Pas de robe de mariée fantaisiste, pas de presse, pas de couverture sur les réseaux sociaux, juste de l'amour et la présence de ceux qui comptent vraiment. Charlotte portait une simple robe blanche, ses cheveux lâchés, son sourire radieux, une femme qui avait traversé l'obscurité pour trouver la lumière la plus brillante de sa vie. Sa fille, Tara, était également présente au mariage et a déclaré à la presse après le mariage. Ma mère n'a jamais été aussi heureuse. J'ai vu dans ses yeux une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai su qu'elle avait trouvé la personne idéale. Charlotte a également partagé honnêtement que sa santé n'est plus ce qu'elle était. Après une transplantation cardiaque en 2003 et des hospitalisations pour complications, elle comprend mieux que quiconque la valeur de chaque respiration. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux vivre chaque jour au maximum. Et je veux vivre cela avec la personne que j'aime, a-t-elle déclaré. Son mari a également confié dans une courte interview, « Je n'aime pas une célébrité. J'aime une femme nommée Charlotte, la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Et je veux tout faire pour qu'elle ne se sente plus jamais seule. » Après que Charlotte a rendu public son mariage, les réseaux sociaux ont été inondés de félicitations affectueuses de la part des fans. De nombreuses personnes qui la suivent avec émotion depuis les années 1980 ont écrit « Enfin, après des années de solitude et de lutte contre la maladie, Charlotte a trouvé le bonheur qu'elle mérite. » Certains ont même qualifié ce mariage de « mariage le plus attendu, celui que personne ne savait qu'il attendait ». Charlotte Valandrey, une femme qui a affronté la frontière entre la vie et la mort à de nombreuses reprises, qui a aimé de manière désintéressée et qui a souffert jusqu'au plus profond de son être, a désormais trouvé l'endroit le plus paisible de sa vie. Un mariage tranquille, un amour qui n'était pas fougueux mais suffisant pour réchauffer les hivers les plus longs de sa vie. Et cela, pour elle était un miracle. Alors que les lumières de la scène s'éteignaient et que les photos de mariage étaient soigneusement rangées dans un album privé, Charlotte Valandrey a commencé un nouveau chapitre de sa vie. Non plus comme une femme courageuse, luttant seule contre sa maladie,
mais comme une épouse, une compagne qui traversait chaque instant de la vie quotidienne aux côtés de son mari qu'elle appelait affectueusement « ma paix ». Même si elle était déjà une femme célèbre, aimée du public, ce n'est que lorsqu'elle a été aimée complètement, doucement et inconditionnellement que Charlotte a vraiment avoué « je me sens vraiment femme ». Sa vie après le mariage n'était pas luxueuse. Cuisiner ensemble le matin, se promener dans le parc près de chez elle l'après-midi, lire des livres près de la fenêtre le soir. Pour les étrangers, cela peut sembler une chose normale, mais pour Charlotte, qui vit depuis des décennies avec des douleurs physiques et mentales, c'est la chose la plus précieuse. Après sa transplantation cardiaque, Charlotte a avoué un jour qu'elle avait parfois l'impression de vivre sur du temps emprunté. Ainsi, incluso de poder desarrollar un prototipo con mucha más fuerza si sabe que tiene un compañero que con otro punto de vista está nutriendo este proyecto y está logrando además desarrollar en el mismo proyecto, por ejemplo, de ingeniería, habilidades blandas que son muy difíciles de entregar a través de la tecnología. Creo que en estos dos puntos nosotros podemos ganar tanto en el profesor como en el estudiante. Gracias, Patricia. La verdad es que no os voy a preguntar a los seis porque vamos algo mal de tiempo, pero bueno, me gustaría dar paso al rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Wilmer, otra vez. ¿Cómo podría su universidad incrementar esa participación del estudiante? Yo creo que hablar de herramientas realmente no importa. Tenemos hoy en día en el mercado muchísimas herramientas que permiten ese engagement, esa colaboración, esa interacción, pero yo creo que lo importante es poner a disposición herramientas que materialicen esa interacción, ya sea esa interacción en tiempo real o ya sea interacción a través de experiencias concretas en la vida real que le permitan al estudiante ir ganando skill de manera continua en la medida son expuestos a esos trabajos de la vida real. Y eso permite que a la vez el estudiante se sienta más comprometido, se sienta con mayor argumentación para hacer retroalimentación en el marco de un aprendizaje que esté en proceso. Entonces, en síntesis, yo diría que son dos elementos. Uno es, no importa la herramienta, lo importante es que esté disponible para que pueda materializarse. Y segundo, ofrecer la mayor cantidad de experiencias de la vida real que le permita al estudiante generar mayor compromiso, mayor interés, mayor entusiasmo y mayor engagement en consecuencia. La verdad es que voy a saltar a la pregunta que ha hecho Claudia Chamorro. Gracias, Claudia. Y se la resumo un poco diciendo que ya se han encontrado estudiantes que decían que para ver vídeos ellos no pagaban las matrículas de una universidad, ¿no? Y entonces ella pregunta qué se podría hacer para cambiar la forma de pensar de los estudiantes, para que no piensen que estos son vídeos en YouTube y que comprendan realmente que estas nuevas herramientas sirven para algo. Y me gustaría preguntar a Wilmer, Patricia y Cristian de Coursera. Wilmer. Mira, eso es sumamente interesante. Yo he sido profesor por un poco más de 20 años y algo que nosotros siempre decimos, el profesor y las instituciones deben de asegurar que lo que el individuo va a aprender o va a compartir en las universidades está muy por encima o al menos supera lo que el individuo puede conseguir por cuenta propia. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a dar un curso y lo que tú estás dando en clases, el estudiante lo puede conseguir en YouTube, óigame, estás perdiendo el tiempo. Lo mismo las instituciones. Si un grado académico no ofrece lo que el mercado está pidiendo, lo que el individuo